Bienvenue sur la chaîne Estime de Soi, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les épisodes prochains. Jusqu'où s'alléger de soi? L'homme humble ne se croit ou ne se veut pas inférieur aux autres. Il a cessé de se croire ou de se vouloir supérieur. André Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique. Lors d'une retraite que j'effectuais chez les bénédictins, je tombais un jour, dans la bibliothèque du monastère, sur un drôle de livre. J'ai oublié son titre, cela devait être quelque chose comme « Cheminer vers Dieu », mais je n'en suis pas tout à fait sûr. En revanche, je n'ai pas oublié son auteur, un moine chartreux. Pas de nom d'auteur? Je tourne le livre dans tous les sens en me disant que je finirais bien par trouver quelques informations sur cet auteur si discret. Mais non, rien de plus. Alors, un petit vertige me saisit. Tout le monde se dit modeste, mais finalement personne ne l'est véritablement, ni jusqu'au bout. Même être et se montrer modeste peut nous flatter, comme le note avec ironie Jules Renard dans son journal. Je m'enorgueillis de ma modestie. Personne, ou pas grand monde, n'est véritablement prêt à renoncer à toutes ces petites miettes d'estime de soi. Le moine qui avait écrit ce livre avait réussi, lui, à mettre à distance cette gratification sociale, à voir son nom sur une couverture de livre. Moi qui ai le sentiment, peut-être erroné, d'être plutôt modeste, j'avoue qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit de publier un livre portant sur la couverture la seule mention « Un psychiatre » en lieu et place de nom d'auteur. Je me suis alors assis dans la bibliothèque déserte et silencieuse, avec le livre entre les mains, et me suis mis à rêver sur le geste du moine chartreux, sans doute l'ordre religieux chrétien qui a poussé le plus loin les règles de solitude et de silence. À imaginer qu'il n'y avait derrière ce geste aucun souci de mortification ou de punition d'un acte d'orgueil passé, mais plutôt une intention joyeuse. Un acte facile et simple, sans doute, pour quelqu'un qui avait atteint un stade inhabituel de sagesse et de renoncement. Et derrière cet acte, j'en étais sûr, l'attente malicieuse que le petit trouble provoquait sur le lecteur serait utile à ce dernier. Les meilleures leçons sont celles de l'exemple. L'humilité et ses liens avec l'estime de soi. L'humilité est la modestie de l'âme, disait Voltaire. C'est effort léger qu'est l'humilité. Cette acceptation tranquille de ses limites et de son insuffisance n'est en rien un désir d'humiliation, malgré la proximité étymologique des deux mots. Tous deux sont issus du latin humilis, humble, bas, près du sol, lui-même dérivé de humus, la terre. Rien de plus éloigné d'une bonne estime de soi que l'orgueil, nous en avons déjà beaucoup parlé. En revanche, l'humilité est plus que simplement favorable à une bonne estime de soi, elle en est l'essence même. Elle conduit à la liberté, elle permet de ne pas dépendre de son image ou des pressions compétitives. Elle permet aussi d'avancer à visage découvert, sans chercher à présenter son meilleur profil. En limitant la tendance au jugement, elle facilite l'ouverture aux nouvelles idées, la réceptivité au feedback, l'intérêt pour tout ce qui n'est pas soi. Elle n'est pas désintérêt ou mépris de soi, mais elle préserve l'intérêt pour soi à un niveau relativement bas et silencieux, sauf lorsque la situation le demande. Elle facilite aussi l'action, car elle ne pousse pas à vouloir briller et elle ne fait pas craindre d'échouer. Ce qu'avait saisi clairement Saint-Exupéry. Je comprends le sens de l'humilité. Elle n'est pas le dénigrement de soi, elle est le principe même de l'action. Elle est un probable facilitateur de spiritualité, dont nous avons dit qu'elle pouvait se comprendre comme l'acceptation et la recherche d'un lien avec tout ce qui nous dépasse et s'avère plus grand que nous. Se confronter à ce qui est plus grand que soi, dans le domaine de la nature ou de l'humanité, est excellent pour l'estime de soi. Mais elle est aussi un facteur de lien social. L'humilité peut être verticale, comme dans la spiritualité, mais aussi horizontale,
nous ouvrant à la conscience universelle de la proximité et de la fraternité de tout être humain avec les autres humains, actuels et passés. C'est le sens de la formule de Paul Valéry. Modestes sont ceux en qui le sentiment d'être d'abord des hommes l'emporte sur le sentiment d'être soi-même. Ils sont plus attentifs à leur ressemblance avec le commun qu'à leur différence et singularité. Vraie et fausse humilité. La modestie va bien aux grands hommes. C'est de n'être rien et d'être quand même modeste qui est difficile, écrivait Jules Renard dans son journal. Il a de tout temps existé des comportements ouvertement pleins d'humilité, qui ne relevaient en fait que de l'opportunisme ou de l'utilitarisme. Lorsqu'il était de bon ton, à la cour royale, d'afficher sa foi, certains courtisans faisaient un usage ostensible des attributs de l'humilité, faisant écrire à ce chroniqueur féroce des vanités humaines que fut La Rochefoucauld, « Bien que l'orgueil se transforme en 1000 manières, il n'est jamais mieux déguisé et plus capable de tromper que lorsqu'il se cache sous la figure de l'humilité. » Notre époque aussi apprécie l'humilité, qui devient donc une posture. Je me souviens d'un papier assez drôle, je crois qu'il s'agissait d'une chronique de l'écrivain Frédéric Becbédé dans la revue Lire, dans lequel un dandy parisien, habitué des mondanités, expliquait que maintenant, lorsque quelqu'un qu'il ne connaissait pas l'écoutait attentivement et se montrait très poli avec lui, il se disait « Ce type doit être connu pour se comporter comme ça, ce n'est pas normal, il me la joue, rester simple et sympa malgré le succès, au milieu de toutes ces personnalités narcissiques dont le penchant est de ne s'occuper que de soi, son image et de son effet. » Cette fausse humilité des stars est certainement un effet de mode. Mais finalement, mieux vaut cette mode que celle de l'arrogance. « Agenouillez-vous et la foi viendra », disait Pascal. Peut-être que ces humilités feintes aboutiront à quelques grâces chez nos VIP des plateaux télévisés et leur feront découvrir les bonheurs de l'humilité réelle. Mais si l'humilité est ainsi simulée, c'est aussi parce qu'elle est une valeur sociale moderne et sans doute éternelle, et sincèrement appréciée. Une étude menée auprès de 127 étudiants avait montré que ceux-ci n'associaient pas du tout l'humilité à l'abaissement de soi, mais portaient sur elle un regard très positif. Lorsqu'ils devaient évoquer des souvenirs de situations pour eux associées à l'humilité, ils songeaient souvent à des réussites, non seulement à des échecs. Ils ne l'associaient par contre que faiblement aux capacités de leadership. Mais c'était chez les étudiants dont l'estime de soi était la plus élevée que le regard sur l'humilité était le plus favorable, tandis qu'elle était négativement perçue par les étudiants les plus narcissiques. Pour une pratique de l'humilité. Précieux garde-fou contre l'orgueil et l'hubris, l'humilité n'est pas un don, ne peut être une simple déclaration d'intention et nécessite une réflexion et une pratique régulière, sans pour autant renoncer à vivre dans des conditions normales, sinon seuls des religieux pourraient s'y aventurer, sans pour autant refouler ses besoins et ses aspirations. L'Américain Bill Wilson, fondateur des Alcooliques Anonymes, avait compris l'importance de l'humilité pour guérir de cette addiction. Parmi les principes qui les animent, les Alcooliques Anonymes citent en tout premier « Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. » Cette lucidité dans l'acceptation de ses limites et la reconnaissance du besoin d'être aidé représente une étape capitale à franchir pour de nombreux patients en difficulté avec l'alcool. Mais on peut aussi procéder à des exercices de nettoyage de l'ego sans qu'il soit besoin d'arriver à un point de désarroi aussi intense que celui lié à l'alcoolisme. Il n'est pas si mauvais de mettre l'estime de soi au régime de temps en temps. Faire le bien sans s'en glorifier, ni en profiter pour améliorer son image. Écouter les critiques que l'on nous fait et attendre, avant de répondre, que cela soit totalement terminé. Ne pas toujours partir à la pêche aux compliments et se demander simplement «
L'ai-je fait pour que l'on me célèbre ou parce qu'il fallait simplement le faire? Ne pas acheter quelque chose que l'on s'apprêtait à acheter, ou l'acheter et le donner à quelqu'un dans la rue ou à un proche. Une de mes grand-mères, à la fin de sa vie, redonnait toujours et assez vite à une autre personne tous les cadeaux qu'on lui faisait. Cela agaçait parfois certains membres de la famille, mais finalement, le cadeau faisait ainsi plaisir au moins 2 fois. Cette pratique de l'humilité est parfois source de malentendus. Je me souviens d'avoir assisté un jour à un débat entre Bernard Kouchner, homme politique, et Mathieu Ricard, moine bouddhiste, à propos de l'engagement humanitaire. Alors que Mathieu, dans la tradition bouddhiste, célébrait le renoncement à l'ego, Kouchner se rebiffa, inquiet à l'idée que l'on puisse renoncer à son ego. Normal, me direz-vous, pour un homme politique, mais il ne parlait sans doute pas de la même chose, ni ne visait les mêmes buts. L'un aspirait à la maîtrise de soi, l'autre à la défense de son idéal. Enfin, il ne faut pas oublier, dans la pratique de l'humilité, de continuer d'écouter les messages d'autrui et de permettre aussi aux autres de nous rendre plus humbles, comme en témoigne cette délicieuse petite chronique de la vie monastique. Théotime ne pense jamais sans amusement au vieil abbat Léonides qui aime à dire « Je suis un âne, un sot, un pauvre homme, un pécheur, le dernier de tous », et qui sourit d'attendrissement en s'accablant de la sorte. Car il y a une chose qu'Abba Léonides n'aime pas du tout, c'est qu'on lui fasse des remarques. Qu'on lui signale une petite erreur, un petit manque, il se met en colère et le rouge lui monte aux oreilles. Il revendique de travailler tout seul à son humilité. Ne plus se soucier de l'effet que l'on fait. La grâce de l'oubli de soi chez les enfants. Cette beauté animale que procure l'absence d'inquiétude, l'absence de conscience même envers son image et les regards portés sur soi. Et la disparition de cette grâce à l'adolescence chez la plupart d'entre nous. Parfois plus tôt encore. Tristesse de voir ainsi nombre d'enfants actuels pollués par télévision et publicité, pleines de petits singes savants et minaudants, pollués aussi par ce réflexe fou de la photo ou de la vidéo. Ah, ces étonnants parents qui filment plus qu'ils ne vivent tous les moments heureux de leur vie de famille. Beaucoup sont déjà trop conscients de leur image et prennent la pause. Voilà une grâce disparue. Voilà, pire, une future estime de soi dépendante d'une des plus dérisoires et tyranniques des contingences matérielles, l'image. Je suis un plat du jour. Cette tranquillité du moi à laquelle nous aspirons, sans que cela soit un complet déni de soi, être juste quelqu'un de bien. Je me souviens d'avoir un jour lu une interview de l'actrice Mathilde Seigné, jeune femme pleine de vie, de force et de simplicité. Elle y avait cette phrase extraordinaire en réponse à la question du journaliste « C'est quoi la manière Seigné ?» Il n'y en a pas. On joue les situations et voilà. Il n'y a pas d'intellectualisation, pas de cérébralité chez moi. Je suis animal. Je suis un plat du jour, moi. Dans cette formule, tout est dit de ce que peut être l'humilité au quotidien. Un plat du jour, c'est bon, c'est simple, c'est savoureux, ce n'est pas pompeux. En général, j'aime bien prendre ça d'ailleurs. Pas vous? Accepter d'être ordinaire, c'est extraordinaire.